Bonjour à toutes et à tous, dans quelques instants, votre nouvel épisode de Séquence avec, une fois n'est pas coutume, un journaliste cinéma en la personne de Boris Zamès. Boris vient de publier une grande enquête pour ce film autour de l'école de la Cité, l'école de cinéma de Luc Besson, et nous allons revenir avec lui sur tous les scandales qui ont émaillé le parcours de cette étonnante école. Et bien évidemment, petit disclaimer, toute personne qui n'a pas été condamnée reste présumée innocente. On se retrouve juste après les petits audios de circonstances avec Maxence. Ce podcast vous est présenté par World Media Match. La plateforme mondiale dédiée aux professionnels du cinéma et de la télévision. Plus de 35 000 contacts vérifiés, une marketplace de concepts et des services pour booster tous vos projets. Que vous soyez producteur, diffuseur, scénariste ou distributeur, World Media Match est l'outil incontournable pour développer vos opportunités. Alors merci à eux de nous soutenir, rendez-vous sur worldmediamatch.com et connectez vos idées au monde. Ce podcast n'est pas un podcast ASMR. Bonjour à toutes et à tous, je suis David Fressino. Et moi, c'est Maxence Pirard. Ensemble, on est scénariste et créateur d'histoires. Et justement, après des années dans ce métier, on s'est rendu compte que l'écriture reste encore un grand mystère pour beaucoup. Que vous soyez passionné de storytelling, scénariste en herbe, professionnel ou simplement curieux de savoir comment naissent les grandes histoires, il y a tellement à découvrir. L'écriture, c'est la base de tout projet, cinéma, série, documentaire, format court, et pourtant peu de gens connaissent vraiment les rouages derrière ces récits. C'est ce qu'on explore avec Séquence, notre podcast qui plonge au cœur de la création d'histoires. Tous les 15 jours, on reçoit des scénaristes, des réalisateurs, des producteurs, des créateurs pour décortiquer leur parcours, leurs méthodes et leurs astuces. Et ce n'est pas juste pour les scénaristes, tout le monde peut y trouver de l'inspiration, que vous soyez auteur, créatif ou simplement fan d'histoires bien racontées. Et si vous aimez ce qu'on fait, vous pouvez nous soutenir pour nous permettre de produire encore plus régulièrement. Rendez-vous sur Patreon ou Tipeee via les liens en description. Le podcast est disponible en audio sur Spotify, Apple Podcasts, Deezer et sur YouTube. Alors abonnez-vous, activez la cloche, mettez-nous 5 étoiles. Et maintenant, place à l'épisode. J'ai plus de 20 scénaristes sous contrat. Henri, c'est François. Je te rappelle au sujet de notre scénario. C'est ça qu'on appelle un flashback? Nous sommes au regret de devoir vous annoncer que votre manuscrit n'a pas été retenu par notre comité de lecture. On ne peut plus se payer le luxe d'investir dans des choses aussi superflues qu'un scénario. Tu sais bien que je lis jamais les scénarios. Je vais lui faire une offre qu'il ne pourra pas refuser. Quand il s'agit de faire un film, les rêves ne suffisent pas. Je crée pour vivre. Hello tout le monde, un grand plaisir de vous retrouver à nouveau pour ce nouvel épisode de Séquence, toujours aux côtés de Maxence. Salut Maxence. Salut David, salut à tous. Écoute, tu vas bien? Bah écoute, ça va, hein. En ce moment on a pas mal de boulot, on travaille beaucoup avec David, on se donne bien, on a 2 projets qui sont sur une belle ligne conductrice, donc on attend de voir comment ça se passe. Ouais, et même si ça va un petit peu plus loin, je pense qu'on vous fera peut-être un épisode spécial là-dessus. On réfléchit avec les Maxence, j'en avais déjà parlé dans quelques épisodes précédents, de vous faire un petit, pas un petit FAQ, parce que des fois je trouve ça un peu chiant, mais juste se raconter nos vies, Maxence et moi, qu'est-ce qui s'est passé depuis cette Exactement. année et demie qui s'est écoulée depuis la naissance du podcast et qui a vu, ouais, effectivement, plusieurs de nos projets partir en production et avancer très très bien. On revient à l'esprit du podcast, un esprit un petit peu différent cette fois-ci, puisqu'on va recevoir Boris Zamès. Boris, je l'ai rencontré et alors Maxence, toi tu as écrit pour lui, mais Boris ne le sait pas encore, Exactement. puisque Boris est un des intervenants cinéma qu'on a eu dans le programme de Paris Hollywood, qui est un programme qu'on a coécrit ensemble, que j'ai réalisé et qui est actuellement en diffusion sur TCM. Boris était un des intervenants, voilà, qui revenait sur la vie de plusieurs personnalités françaises qui avaient tenté l'aventure hollywoodienne. Mais aujourd'hui, il nous vient pour un article qu'il a écrit pour SoFilm. Salut Boris. Salut. On se retrouve. Tu n'as plus de lunettes cette fois-ci. Mais d'habitude, je ne porte pas de lunettes. C'est juste que quand on a fait l'enregistrement de l'émission, en fait, j'avais les yeux éclatés. C'est juste pour ça que Bon, bah écoute, merci pour la précision. Donc, si jamais vous voulez découvrir Boris avec des lunettes, ça se passe sur TCM en ce moment 2 ou 3 fois par jour. Donc, n'hésitez pas à aller voir. Mais avant toute chose, Boris, on te reçoit, comme je le disais, parce que tu as publié une grande enquête dans le magazine SoFilm autour de la Cité du cinéma. On va revenir vraiment autour de tout ça. Mais en attendant, je laisse la première question à Maxence. C'est ça, bah bonjour Boris, on est ravis de te recevoir dans Séquence. Donc pour te décrire un petit peu, t'es journaliste cinéma, série et culture, tu écris notamment pour SoFilm, Métal Hurlant ou Écran large. Tu es derrière des biographies comme John Wayne, La classe américaine ou encore Il était une fois Deneuve. Donc on te reçoit pour parler de l'enquête que tu as menée sur l'école de la Cité, mais avant de ça, pour comprendre qui tu es et d'où tu viens,
Comment t'en es venu à devenir journaliste spécialisé dans le cinéma? Alors, déjà, juste pour commencer par l'enquête, précision, je suis pas le seul auteur de l'article. Il y a mon camarade Loris Dru-Lombroso aussi qui Oui, mais a on le mené déteste, alors on va pas le nommer. voilà. Comment j'étais amené à devenir journaliste? Eh bien, bonne question. Je crois que je ne me suis jamais posé la question. C'est parti tout simplement du fait que j'avais une grande curiosité, et que j'aimais écrire. Je crois que c'est un peu les 2 indispensables pour devenir, journaliste, du moins pour la presse écrite. Et que je crois que l'écriture, c'est à peu près tout ce que je savais faire. Je crois, j'ai toujours su écrire, un minimum et puis non, voilà, grande curiosité, prononcer notamment, enfin surtout pour le cinéma. Et voilà comment je suis devenu journaliste. Après j'ai eu des velléités en scénario, il se trouve que j'étais pas très bon. Bienvenue. Après, je fais pas partie des scénaristes frustrés, pas du tout. Je trouve que voilà, c'est pas mon domaine et je suis très content dans ce que je fais et voilà, je suis épanoui chez SoFilm notamment. Voilà. Pour comprendre un petit peu, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est l'école de la cité? Alors, pour comprendre l'école de la Cité, il faut d'abord comprendre, où se trouvait cette école. C'est à la Cité du cinéma. La Cité du cinéma, qu'est-ce que c'est? En gros, comme l'explique Besson, c'est un outil, je crois qu'il utilise le terme un outil anti-délocalisation, anti-chômage. En gros, c'est le rêve d'une vie, c'est de créer l'équivalent de studio américain, en Europe. En l'occurrence, en France, on a parlé de Hollywood sur scène à son inauguration en 2012. Ça représente, je crois, 9 plateaux de tournage. C'était juste énorme dans une immense centrale EDF désaffectée. Besson y a tourné dans les années 90, notamment plusieurs scènes de Léon. Donc c'est un rêve qu'il a porté avec lui. Et dans cette immense nef, en fait, c'est une immense nef très impressionnante, une sorte de cathédrale tout en verre, en acier. Ça en jette, quoi. Donc il installe les bureaux d'EuropaCorp, sa maison de production, et il veut aussi créer une sorte de hub, en fait. Oui, c'est un peu un studio à l'ancienne, comme à Hollywood, quoi. C'est-à-dire qu'il y avait les bureaux de la production et il y avait notamment des écoles pour former. Donc à l'époque, il y avait différents corps de métier. Et lui, il veut former les cinéastes de demain. Donc il commence par accueillir l'école Louis Lumière d'un côté. Et puis en face, il a vraiment quelque chose qui lui tient à cœur, c'est donc sa fameuse école, l'école de la Cité, qui est une école qui s'adresse pour les jeunes qui n'ont pas l'occasion de mettre les pieds sur le terrain, qui n'ont jamais eu l'occasion d'approcher d'un plateau de cinéma professionnel avec des productions d'envergure, parce qu'on y a tourné des films internationaux pendant des années, quoi. Voilà à peu près ce qu'est l'école de la Cité. Donc ça a duré donc de 2012 jusqu'à 2021. C'était un beau rêve. Et j'aime beaucoup utiliser cette citation de Jurassic Park, je crois que c'est dans le troisième, pour résumer un peu l'ensemble du projet. C'est les pires choses inimaginables ont été faites avec les meilleures intentions. Voilà, pour moi, ça résume un peu ce qui s'est passé là-bas, quoi. Comment t'as ouï dire pour la première fois les premiers témoignages de cette histoire démesurée par rapport à ce qui s'y passait, et comment vraiment t'as décidé donc du coup avec ton co-auteur, de rentrer dans cette enquête-là pour raconter cette histoire? Alors, il faut remonter à 2012 en fait. J'ai une amie qui est aujourd'hui scénariste, qui a fait partie de la première promo et je me souviens qu'un jour, elle me parle de cette école et elle me dit qu'en gros, donc elle est étudiante, elle a 20 ans à peine et elle m'explique qu'elle a pas le droit d'avoir de job étudiant à côté dans sa nouvelle école parce que sinon elle est virée. Alors moi, déjà à l'époque, ça m'interpelle. Je me dis: «Bon, bah, quand tu as 20 ans, tu viens pas forcément, d'une famille aisée, on t'interdit d'avoir un job, mais par contre, tu dois être content parce que tu travailles sur un plateau de cinéma avec Luc Besson». Bon, je trouvais ça très étrange. Puis ensuite, elle m'a raconté une anecdote qui s'est avérée, enfin, qu'on nous a raconté par la suite. Ça a été confirmé par d'autres élèves. Elle m'a raconté une des épreuves du concours. Donc, elle s'est retrouvée à l'oral face à plusieurs, on va dire, jurés, quoi. Et il y avait Luc Besson au milieu, en plein milieu. Donc Luc Besson, qui est assez imposant par sa stature déjà, bon, même si maintenant on sait qu'il a fait un régime, bon, ça c'est une autre histoire. Donc il est là, il dit pas un mot.
et puis donc ça dure, je sais pas, un quart d'heure et là, au bout d'un quart d'heure, il prend la parole et d'un air patibulaire comme ça et il regarde ma camarade, mon amie et il lui dit: «Bon, alors, écoute, il y a une vache, elle regarde un œuf, l'œuf est clos et il y a un petit poussin qui sort. Que dit le poussin devant la vache?» Voilà. Et il fallait qu'elle réponde à ça. Voilà, c'était une sorte, ça c'était le petit plaisir de Luc Besson qui arrivait pendant les oraux pour déstabiliser un peu les étudiants, enfin disons les candidats. Alors pour lui, c'était pas vraiment pour les déstabiliser, je pense que c'était surtout pour comme il dit, un peu pour les challenger quoi, pour voir, s'ils peuvent être créatifs. C'était Donc pas il fino quand même, hein. oui, non, c'est pas fino. Moi, il y en a eu plein, hein. J'ai plus en tête, tout ce qu'on a pu leur demander, mais oui, c'était en fait, ça ressemble à des sortes d'énigmes du père Fouras, mais en fait, il fallait effectivement répondre à des, certaines, il fallait avoir du répondant, quoi. Mais c'est vrai que quand on est jeune, on a 20 ans, on voit Luc Besson, c'est vrai qu'on n'emmène pas large et c'est un truc qui va revenir aussi souvent, c'est que la plupart, enfin l'ensemble on va dire la plupart, pas l'ensemble, mais beaucoup d'élèves, beaucoup de candidats, en fait, sont entrés non pas parce qu'ils aimaient Luc Besson, mais Luc Besson était quand même une figure, qui était appréciée dans le cercle familial. Après ça dépend des générations parce que c'est une école qui s'est Mmh. étendue sur 10 ans. Donc en fait, il y a des étudiants qui ont grandi avec, du coup, les premiers films, Léon, Le Cinquième Élément, et d'autres qui ont grandi avec Arthur et Minimoys, quoi. Oui, oui, il faut rappeler que Besson, c'est une grosse stature à ce moment-là, que, comme tu disais, il y a Le Grand Bleu, il y a Léon, il y avait aussi, un petit peu avant, il y avait cette période où il voulait s'associer à Yann Kounon et à Kassovitz de mémoire. En tout cas, c'était le nouveau, grand, ponte, du cinéma français. Oui, oui, c'est ça. Alors Yann Kounen, on en parlera peut-être plus tard, hein, qui a été un des parrains de promo, justement. Oui, oui, c'est quelqu'un qui est apparu dans les années 80, dans le cinéma français déjà, qui a un parcours un peu singulier parce qu'il a fait partie de toute cette nouvelle vague, de cinéma qu'on a appelé le cinéma, du look. On peut penser notamment, à son film Subway. Voilà, il s'est retrouvé dans une sorte de cosmogonie avec des auteurs qui lui ressemblent plus du tout aujourd'hui, du coup, notamment Carax, et Benex. Et donc lui, il a pris un autre chemin à partir du Grand Bleu, quoi, on peut dire ça comme ça. Et son parcours, en fait, je pense innerve aussi son projet. Enfin, on retrouve ça dans l'ADN du projet. C'est-à-dire que c'était pas un très, très bon élève, Luc Besson. Enfin, ça, c'est assez connu, quoi. Il s'en est Oui, jamais ça, caché. ouais. Et en fait, il avait besoin en fait, je pense qu'il a créé l'école qu'il aurait aimé lui avoir, c'est-à-dire quelqu'un qui s'intéressait pas vraiment aux cours ou peut-être que les professeurs avaient du mal à s'intéresser à lui, ça, j'en sais rien. Et en fait, il voulait une école qui était fondée sur la pratique. Chose qui existe, mais qui est assez rare. Mmh. Et parce que bon, disons que si on fait une fac de cinéma, ça va être très difficile d'avoir accès à du matériel, du très bon matériel, par exemple. Une école, j'en sais rien, l'ESRA, ça va coûter, très, très cher. Tout le monde peut pas y accéder et ça fait partie aussi des conditions d'entrée, du coup, de l'école de la cité. C'est que les conditions d'entrée, c'est qu'il y en a pas de diplôme, sauf, il faut juste avoir entre 18 et 25 ans. Donc en fait, c'est vraiment une école, ouverte et qui permet justement à tous ces étudiants, à des étudiants devenus des 4 coins de France, en fait, de tenter leur chance, quoi. Et c'est vrai que nous, on a eu différents profils, dans les 60 élèves avec qui on a échangé. On a eu aussi bien, des gens, qui venaient, de la petite moyenne bourgeoisie ou sinon on a eu des gens, qui venaient d'une cité du 93, c'était assez large, quoi. Comme on a eu des gens aussi qui avaient déjà fait une école de cinéma et qui voulaient se perfectionner. Je crois qu'on a eu une étudiante qui avait fait une école de médecine juste avant, donc c'était vraiment assez large, quoi. Tu expliques dans ton enquête, qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas voulu, parler, qui ont voulu être anonymes dans tout ce cheminement. Aujourd'hui, comment tu penses expliquer le fait que ça soit encore aussi tabou, malgré qu'il y a eu tout le mouvement MeToo et tout ce qui s'est passé, pour que certains vraiment aient encore peur de parler vraiment de ce qui s'est passé pour eux? Alors il faut distinguer différents cas, si je puis dire. Donc déjà, la plupart, des étudiants, qu'on a approchés, travaillent dans le milieu du cinéma. Alors quand je dis approchés, c'est pas forcément des gens qui ont répondu, hein, qui sont intégrés, Mmh. alors qui ne sont peut-être pas forcément connus. La personne la plus connue qui a fait l'école, c'est, Zoran Boukerma. On pense souvent que c'est les frères, mais en fait, c'est que Zoran. Voilà, donc ça, on a pu lui parler.
Mais sinon, ce sont des gens qui sont quand même intégrés, qui ont quand même bataillé. Et en fait, ils savent aussi, bah, ça, c'est un problème endémique dans dans l'industrie du cinéma, c'est qu'on ne veut pas parler, quoi. C'est compliqué parce que c'est déjà compliqué d'intégrer ce petit milieu, ce sérail, et ensuite de tenir sa place, etc. Donc, il y a un paradoxe. C'est-à-dire que ça, c'est une chose assez intéressante qu'on nous a dit, c'est que d'un côté, on nous dit que il faut absolument pas, enfin, il faut parler, c'est important de libérer la parole, etc. Que en fait, Luc Besson, EuropaCorp, c'est un îlot dans le cinéma français. Ça, c'était une très belle formulation de Zora Boukerman. Zoran Boukerman, je me trompe, désolé. Donc d'un côté, on a ça. Et de l'autre, effectivement, il y a cette peur en fait de parler parce que au final, on a peut-être ce fantasme d'un Luc Besson qui est encore tout puissant, mais ça peut aller au-delà de ça, j'en sais rien, ça peut être aussi des collaborateurs de Luc Besson, des gens qui l'ont à la bonne, et on peut se retrouver par exemple, je sais pas moi, avec un cadreur qui travaille avec lui, et puis on peut ne pas se faire embaucher parce qu'on a parlé contre Luc Besson. Il y a ça d'un côté, et il y a aussi de l'autre côté des traumatismes, tout simplement, des personnes, des étudiantes, donc surtout des femmes, qui ont subi des agressions sexuelles, des violences sexuelles présumées. Les blessures sont toujours à vivre, quoi. On a eu le cas d'une étudiante, une ancienne étudiante, une diplômée, qui nous a envoyé dans un premier temps un mail pour nous dire qu'elle refusait, elle déclinait notre proposition parce que en fait, ce qu'elle avait subi lui avait fait profondément mal et qu'elle voulait pas rouvrir ses blessures, que c'était vraiment très douloureux pour elle. Finalement, on a pu lui parler plus tard. Et ça a été, oui, effectivement, ça a été très très compliqué pour elle. Donc ça a duré, l'interview a duré 2 heures. On a même dû un peu interrompre parce qu'elle a pleuré. Donc ça, enfin, il y a ça aussi à prendre en compte. Après, il y a des gens qui veulent pas nous répondre parce que aussi, comment dire, il y a un esprit aussi qui a infusé dans cette école, c'est-à-dire que Luc Besson se présente quand même comme le bienfaiteur, quoi. C'est-à-dire c'est lui qui tend la main et donc du coup on va pas mordre sa main. Donc on doit une fidélité absolue à Luc Besson. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a des élèves de l'école qui travaillent encore avec lui, qui ont travaillé par exemple sur Dracula, on en retrouve au générique. Ouais. Alors, quelque chose qui est aussi assez impressionnant, c'est que certains élèves, majoritairement des hommes, n'ont absolument rien vu. Ouais. De ce qui s'est passé. Je ne citerai personne, mais c'est vrai qu'on a une personne qui a un ancien étudiant qui a été accusé par des étudiantes de violences sexuelles présumées et qui nous a contactés comme si de rien n'était. Enfin, pour lui, tout allait bien, quoi. Donc, on a aussi ces cas-là. Donc, vous comprenez, c'est assez large, en fait, les motifs de refus. Puis, il y a des personnes qui n'ont pas répondu, tout simplement. On les a relancées. Et puis, je pense qu'en fait, elles voulaient, oui, tout simplement pas en reparler, quoi. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse pour celles et ceux qui nous écoutent. Dans quelques épisodes à venir, vous aurez un entretien qu'on a fait avec Maxence et les représentants d'un syndicat de scénaristes et on parle énormément des VSS. Donc, ça sera un moyen, si vous voulez compléter un petit peu comment vous faire accompagner si jamais vous êtes confronté à ça. Ça vous donnera quelques pistes en plus. Boris, tu parlais de ton amie qui t'explique qu'elle rentre dans l'école et dans la première promo et qu'elle n'a pas le droit d'avoir un job à côté. Comment va se dérouler le début du fil de ton enquête? Alors, ce qui se passe, c'est vrai que j'ai pas raconté la suite. Donc On on fait est à beaucoup peu de digressions ici, c'est comme un apéro, on fait des allers-retours et nos auditeurs nous les pardonnent. Alors en fait, ce qui se passe, c'est que donc ça devait être, oui, à peu près vers la fin de l'été 2025. Alors je sais plus comment c'est revenu dans ma tête. C'était à l'approche d'une conférence de rédaction et puis il faut savoir que SoFilm, donc on aime bien publier des enquêtes, un peu décalées, quoi. Et je me souviens de cet ami qui me raconte ça, en fait. Donc je me dis: peut-être que ce serait, pourquoi pas, une piste à explorer, ça peut être sympa. On aurait une sorte de récit de grandeur et de décadence avec plein d'anecdotes, d'autres truculents, d'autres un peu moins. Donc je propose ça à mon collègue, Loris et on a le feu vert de notre rédacteur en chef. On commence, on fait 3-4 interviews. Bon, on avait quelques trucs sympas à raconter
Et puis là, on tombe sur une personne qui nous raconte un peu les mêmes choses, le concours d'entrée, etc. Et puis on nous parle d'une agression sexuelle présumée. Et là, cette personne est très étonnée qu'on n'en ait pas entendu parler. On retourne voir notre rédacteur en chef, on lui explique, on a deux voix s'offrent à nous, quoi. Soit on suit ce côté un peu décalé, léger, voilà, on raconte donc les grandes heures de l'école, etc., le tournage de Valérian, etc., et on s'en tient là. Soit on va creuser sur ce sujet des VSS, quoi, tous les problèmes qu'on a qui ont jalonné l'histoire de la cité. Alors, il faut savoir que dans une première version de l'article, on brassait plus large parce qu'il y a eu plein d'autres problèmes autres que des VSS. Et donc, on a creusé, oui, on a passé 6 mois là-dessus, en fait, à aller dans cette direction-là, quoi. Voilà comment ça s'est passé. Est-ce qu'il y a un but avec tout ce qui a en découlé de cette enquête, il y a eu un but notamment pour les participants, qu'il y ait un jugement, qu'il y ait une répercussion, une justice qui se passe suite à la publication de cet article? Je suis pas sûr qu'il y ait eu, on peut pas, enfin, pas forcément justice, non. Je pense que c'était déjà très important pour les personnes de libérer leur parole, parce que c'est des personnes qui n'ont pas été entendues, qui continuent de ne pas être entendues. Des personnes qui avaient besoin de mettre des mots aussi sur ce qui s'était passé. Personne n'a déposé plainte. Personne. Donc je pense que c'est ça, c'est ce qu'on nous a dit régulièrement, c'était merci de nous avoir entendus. C'est le mot qu'on a eu très souvent après les interviews. Mais si on peut parler un peu de justice, ce qui s'est passé, c'est qu'en 2018, si je ne me trompe pas, 2017-2018, les élèves, des étudiantes ont créé une sorte de boîte mail MeToo École de la Cité pour recueillir les témoignages d'étudiants qui racontent des agressions sexuelles présumées, violences sexuelles, etc. Donc ces témoignages ont été recueillis sur cette boîte. Cette boîte est gérée par 3 étudiantes, elle existe encore. Et en gros, le but, c'était un peu de se dire, en gros, on garde ça de côté. Si jamais on peut aider, par exemple, on peut aider Sainte Van Roy, peut-être que, je sais pas s'il faudra expliquer qui est Sainte Van Roy. On peut aider. D'accord, Sainte Van Roy, en fait, c'est une actrice qui a déposé 2 plaintes, il me semble, contre Luc Besson en mai et juillet 2018. C'était mai et juillet 2018, donc ça a été annoncé par Mediapart en juillet 2018. Et donc ça a été assez compliqué, une histoire assez compliquée, parce que forcément, par voie d'avocat, Luc Besson niait les faits. En gros, Sainte Van Roy affirmait qu'elle avait été victime de relations sexuellement désirées et violentes, je cite, parfois jusqu'au sang. Donc ça a été des faits très, très violents. L'affaire n'est pas encore complètement réglée aujourd'hui. Voilà à peu On en près est le où? cas. Il y avait pas ça avait pas donné pas de suite sur la première plainte? Alors, c'est là où c'est un peu compliqué. En gros, en Oui, je t'avouerai que mes 2023, connaissances juridiques sont assez limitées. pour faire simple, enfin pour faire court plutôt, donc il y a eu ça en mai 2018. Juillet, en gros, nouvelle plainte, et en 2023, c'est la Cour de cassation qui a prononcé un non-lieu suite au pourvoi de Sainte Van Roy. Et en fait, l'année dernière, Sainte Van Roy a saisi la Cour de justice de l'Union européenne, en fait. Voilà. Voilà où on en est. Voilà. Après, bon, c'est vrai que nous, dans la lettre des avocats de Luc Besson qu'on a reçue, c'est un peu plus compliqué que ça. Donc on va faire un peu simple. Et donc ces élèves, en fait, se disaient qu'en fait, si elles pouvaient apporter leur témoignage justement dans l'affaire Sainte Van Roy, pour, comment dire, un peu étayer tout l'argumentaire et dire qu'en fait, elles n'ont pas été victimes des mêmes choses, mais en gros, elles ont été victimes d'un climat. Un climat toxique. Voilà ce qui s'est passé. Donc, sur cette boîte, donc, les témoignages ont été recueillis, et les personnes en charge de cette boîte ont promis de ne pas divulguer ces témoignages, sauf si on leur donnait l'autorisation. Alors, rien n'a filtré. Il se trouve qu'il y a une ancienne élève qui a envoyé un témoignage au procureur de la République, où elle raconte ce qui lui est arrivé. Ça, c'était en 2021. La lettre a été envoyée en 2021.
Et donc l'année dernière, il y a eu la commission d'enquête sur les violences dans les secteurs de l'audiovisuel, du cinéma, etc. On nous a raconté on nous a affirmé que quelques témoignages avaient été envoyés à cette commission. Et ça, on n'en sait pas plus. On sait que ça s'est fait par une directrice de casting. Voilà. Ok. Voilà. Toi, personnellement, ton regard sur le cinéma depuis cette enquête, il a changé. Il y a vraiment eu un avant et après, Boris, sur comment tu vois le cinéma. Ou alors, tu as été un petit peu baigné dans tout ce que tu as pu étudier, sur les choses que tu t'es intéressé. Parce que j'ai l'impression que par rapport à l'école de la cité, ça restait vraiment, comme tu disais, un climat. Donc certes, il y a ces VSS et ces choses-là, mais on a quand même plusieurs personnes qui sont au top, au sommet de cette école, qui sont impliquées d'une certaine façon à faire continuer et à justement donner un climat assez aride aux élèves. Donc comment toi tu le perçois par rapport à ta vision du cinéma en général? Je pense pas que ça ait changé parce que je pense que j'étais déjà désabusé au moment de commencer l'enquête. Bah, j'avais déjà en gros, je remettrai jamais en question le témoignage de Sand Van Roy et des autres personnes qui ont témoigné contre Luc Besson. Non, je pense qu'avec ce témoignage, ouais, je pense que ça a pas changé grand-chose en fait. J'étais, on va dire, surpris peut-être de certains noms qui sont visés dans l'article. Voilà, c'est pas des personnes que je connaissais très bien. Ce qui m'a surpris en fait, je pense que c'est une sorte de fossé générationnel quelque Mhm. part, et qui n'excuse en rien ce qui s'est passé. Hem, En gros, c'est quand on se retrouve confronté à certains récits qu'on se dit que ça devient concret en fait, tout de suite. Mmh. On n'arrive pas. Moi, c'est vrai que en tant qu'homme, je suis pas vraiment. Je vais être plus difficilement confronté aux victimes de VSS. Donc je crois à ce qu'on me raconte, mais en fait, quand on a le récit direct, c'est encore plus violent à recevoir. Ouais. On ressent beaucoup plus la douleur, en fait. Ça devient concret tout de suite, surtout quand on vous raconte ce qui s'est passé dans les détails. Et moi, ce qui m'a choqué, effectivement, c'est ce choc générationnel. C'est une personne proche d'une personne qui est ciblée dans l'article, qui m'a contacté et qui m'a déversé un torrent d'injures sur ce qu'on faisait. Et là, elle m'a dit quelque chose, et je crois que c'est ce qui m'a le plus saisi dans cette enquête. C'est elle m'a expliqué qu'en gros, toute cette génération-là, les jeunes de 20 ans, ont tendance à se victimiser, quoi, et que c'était rien, quoi, ce qui s'était Mmh. passé. Et je crois que c'est la chose la plus violente que j'ai reçue Ouais, en complètement. visage. Voilà. Justement, dans les cas que vous avez répertoriés, quels sont ceux qui sont pour toi les plus emblématiques, en gardant bien évidemment l'anonymat des sources? Ou ceux qui t'ont Bah, marqué, tu vois? en termes de VSS, moi, ce qui m'a particulièrement marqué, bah, forcément, c'est le plus long témoignage, la victime présumée d'une des deux victimes présumées de Luc Besson qu'on a dans l'article. Heu, C'est-à-dire, c'est une ancienne étudiante qui est tombée sous l'emprise de Luc Besson. Effectivement, tout le système qui a été mis en place dans la scolarité, dans la manière de penser l'école, et en gros, qui s'est retrouvée à devoir embrasser Luc Besson tous les matins sur le tournage de Valérian. Parce que effectivement, au début, elle s'est rendue compte qu'il fallait se donner à fond. On lui a fait comprendre qu'il fallait se donner à fond, et qu'il fallait obéir à toutes les exigences, notamment de Luc Besson, qui était une sorte de dieu là-bas, une sorte de divinité, quoi. Et donc, au bout d'un moment, en gros, c'était une bonne élève, et puis elle s'est rendue compte que Luc Besson avait une bonne opinion d'elle. Elle s'est retrouvée en stage, elle avait un bon poste en stage, et puis ça a commencé comme ça. Et puis un matin, il lui a dit: «Bah, écoute, t'as pas fait mon bisou, maintenant, tous les matins, tu me feras ton bisou en arrivant». Ça m'a pas mal marqué. Puis il y en a un autre qui m'a aussi beaucoup marqué, parce que c'est aussi une autre ancienne étudiante qui, elle, a énormément de mal à en parler. Elle en avait jamais parlé avant. Heu, c'est une étudiante qui sortait de l'école de la cité, qui était dans le métro,
avec plusieurs profs qu'on appelait les historiques parce qu'ils étaient là depuis la première année, quoi, l'ouverture de l'école. Et alors attendez, je confonds. C'est une élève qui était seule avec un seul prof, un seul intervenant. Excusez-moi, je confonds les cas parce qu'il y a énormément de cas qui se ressemblent. C'est malheureux, mais effectivement, après, on comprend comment ça fait système. Donc c'est une élève qui s'est retrouvée sur la ligne 13, puisque ça se trouvait en Seine-Saint-Denis, Carrefour Pleyel, etc. Et donc, elle était pas bien, elle avait passé une journée de tournage, et ça s'était mal passé avec cet intervenant. Et puis, pour s'excuser, en gros, il l'a raccompagnée, il proposait de la raccompagner chez elle. Bon, déjà, c'est un peu la porosité entre le professionnel et le privé. Déjà, c'est plus que limite dans un cadre pédagogique en plus. Et là, dans le métro, il commence à lui caresser les cheveux, à l'embrasser dans le cou, et il lui explique qu'il peut l'aider pendant l'année en échange de faveurs, quoi. Et elle s'est Mais assise sur un... glaçant, ouais. Voilà. Et en gros, elle a dû s'asseoir sur ses genoux, etc. Et encore aujourd'hui, elle ne sait pas comment elle n'est pas arrivée à lui dire non, à se lever et à partir, quoi. Et forcément, c'est qu'il y avait une emprise aussi, parce que c'était quelque part aussi son supérieur hiérarchique, quoi. C'était un homme qui devait avoir une quarantaine d'années. Elle en avait 20. Donc oui, voilà. Je crois que c'est les deux, en termes de VSS, ce sont les deux témoignages qui m'ont le plus marqué. Après, il y en a un autre qui n'est pas dans l'article, mais il faut que je précise que ce n'est pas c'est pas lié directement à l'école. Vraiment pas lié. Ok. Ça fait partie d'un climat toxique qui a infusé jusque parmi les élèves, parmi les étudiants. C'est un cas de viol dans une soirée étudiante. Voilà. Forcément, ça a créé un climat très toxique, effectivement, avec certains élèves, certains étudiants qui se sentaient tout permis. Et c'est une élève qui a été violée pendant une soirée étudiante par des étudiants de l'école. Enfin, par un étudiant de l'école. Pour revenir un petit peu à cette idée de source, donc tu nous as dit que sur cette enquête, avec la multiplication des témoignages que tu as pu recevoir, c'était que impossible de ne pas les croire, en tout cas de ne pas aller dans leur sens. Mais de façon générale, sur n'importe quel type d'article ou d'enquête que tu peux mener, comment tu vas comprendre si tes sources sont valides ou non? Alors comment déjà, je me renseigne sur le profil tout simplement des personnes que j'approche. Ensuite, je recroise des témoignages, je vois si telle personne connaît telle personne, voir si différentes personnes ont assisté à la même scène. Voilà. Après, ça consiste aussi tout simplement à recueillir des preuves quand c'est possible. Alors, c'est un peu compliqué dans le cas de l'école de la Cité, parce que certains faits remontent à il y a plus de 10 ans. Voilà. Et puis, pour certains faits présumés aussi, c'est-à-dire que sur certaines agressions, violences sexuelles présumées, je dis n'importe quoi, il reste pas une marque rouge sur une jambe, quoi, sur une fesse, quoi. Ouais. Ça, c'est un peu compliqué. Donc, on a une scène qu'on décrit. En gros, c'est une deuxième victime présumée de Luc Besson. C'était sur le tournage de Valérian. En gros, c'était entre deux prises. Elle était derrière un décor avec un autre camarade de classe. Et Luc Besson arrive et puis il lui met une main sur la fesse et il l'emmène visiter le plateau. Et il fait tout le tour du plateau avec elle. Donc toutes les équipes sont là. Donc il y a les de Weta, d'effets spéciaux qui sont là. Tout le monde voit, personne ne dit rien. Puis main sur la fesse et puis hop, voilà. Ça se termine comme ça. Et donc là, on a pu avoir la victime qui reste traumatisée encore aujourd'hui. On a eu un de ses camarades et ça a été corroboré par une autre personne. Donc voilà comment on peut recroiser, en fait, on peut recroiser les sources. Mais effectivement, c'est ça aussi qui est bien d'avoir du temps quand on peut faire ce genre d'enquête, c'est qu'on peut tomber sur une personne qui va avoir des souvenirs approximatifs. Donc, il va falloir qu'on trouve une autre personne qui va complètement contredire ce qui s'est passé. Où on a eu le cas, comme je vous ai dit au début, d'une personne qui faisait partie des agresseurs présumés, qui n'a pas avoué, qui n'a pas dit moi c'est vrai que j'ai agressé telle personne et j'ai envoyé une dick pic à ma camarade, voilà, quoi. Alors qu'on a derrière, on a 6 filles qui nous ont raconté ça, quoi. Ouais. Et je pense pas qu'il y ait un désir de vengeance derrière, quoi.
Tu parlais du fait que l'école de la cité était intimement liée, pour ses étudiants aussi à être, présents sur les plateaux des films de Luc Besson. Hem, la méthode de prédation, elle va jusqu'où dans ce contexte-là? Qu'est-ce qui est mis en place pour que justement pour créer cette toile, ce piège autour des victimes? Alors, c'est un système assez complexe. Donc on commence effectivement par cet écrémage, par un concours en 3 étapes et il y a on concentre, on a Luc Besson qui après le concours, explique aux élèves que, bah, en gros, l'équipe de l'école a choisi ceux qui ont du potentiel, les meilleurs en fait, ceux qui normalement dans 5 ans seront intégrés dans l'école, dans l'industrie Dans le cinéma. circuit? Ouais. Dans le circuit, voilà, et s'il se passe rien, c'est qu'en gros, il leur dit, bah, il dit aux élèves: «Bah, ça veut dire qu'on sera trompés, qu'on aura échoué». Voilà, donc ça met déjà une certaine, pression. Il y a aussi les lieux, c'est impressionnant aussi, c'est immense. Quand on a, j'en sais rien, quand on a 20 ans, qu'on arrive, d'une petite ville ou même de Paris, qu'on vient d'une petite salle de classe et qu'on se retrouve dans d'immenses studios, sur un immense plateau, tout noir, forcément, bah, ça écrase, quoi. Il y a quelque chose derrière tout ça. C'est un endroit aussi qui est très vivant, bah, on voit passer ses idoles, il y a Nathalie Portman qui est passée, il y a Alain Chabat qui passe, donc ça aussi, ça participe. Et puis après, c'est aussi ça vient aussi de l'équipe. C'est-à-dire que Luc Besson, a constitué a confié les clés de l'école à des personnes qui lui seront inféodées, en fait. Heu, Mmh. il y a une personne qui a été visée par tous les élèves, qui s'appelle Isabelle Agide. Isabelle Agide, c'était la vice-présidente de l'école. Heu, c'est une personne, qui a été, qui occupe encore des fonctions chez EuropaCorp et elle entretient un peu une sorte de culte de la personnalité, c'est comme ça qu'on nous l'a décrit. En gros, il faut toujours remercier, Luc Besson parce que c'est lui qui a donné une chance aux élèves. Donc, quand on le croise dans les couloirs, il faut s'arrêter, le remercier, il faut être toujours au garde à vous quand il est là. Alors ça, c'est aussi une scène qu'on nous a racontée, en gros, donc Luc Besson était pas tous les jours dans l'école, hein, il était à la Cité du cinéma ou j'en sais rien, à Los Angeles, et quand Isabelle Agide apprenait que Luc Besson allait venir, alors là, c'était vraiment, tout le monde au garde à vous, tout le monde se met dans un open space, vous mettez tout en place, et cetera. On nous a raconté une scène où, un élève nous a dit qu'en gros, ils ont attendu pendant plusieurs heures l'arrivée de Luc Besson et il se trouve qu'en fait, il était parti à Los Angeles, quoi. Il est jamais venu. Ah oui. Voilà. Donc On il y n'est a pas ce on n'est pas très loin d'un système de gourou quasiment qui c'est un peu fort d'aller d'aller utiliser le mot gourou. Moi, oui, je sais pas enfin un si vrai j'utilise culte de la personnalité quoi, parce déviant. qu'on n'apprend pas là, les élèves se divisent un peu parce qu'il y a des élèves qui nous disent que quelques élèves nous ont dit qu'on leur a appris à faire du cinéma à la manière EuropaCorp, mais sinon dans la majorité, c'était assez ouvert, quoi. Je veux dire, on pouvait venir à l'école de la Cité et adorer, Rohmer comme, adorer le cinéma de Michael Bay. Ça, c'est une chose qu'on peut reconnaître à Luc Besson, de même qu'il était très pédagogue apparemment, vraiment ça on peut pas lui reprocher. Donc en revanche, ce qu'on peut reprocher, c'est ce culte de la personnalité qui a infusé dans l'école et aussi, pour y participer, il faut aussi des gens, qui soient, on va dire, soumis à Luc Besson. Ça passe alors c'est une expression assez cruelle, mais on nous l'a ressorti plusieurs fois, par les fonds de tiroir d'EuropaCorp. On va dire ça comme ça, quoi. Il y a notamment Rachid Dibou, qui a réalisé, Alan, police d'État. Mmh. Ah voilà, film EuropaCorp. Et alors lui, pareil, nous, on nous a décrit quelqu'un, qui, alors qui était très enjôleur et cetera, mais qui faisait partie de la petite cour, de Luc Besson, quoi. Donc c'était pas à lui qu'il fallait aller se confier, si jamais il y avait un problème avec le grand maître de la cité, quoi. Donc c'est plein, 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 plein de petites, toute une constellation autour, oui, du soleil Luc Besson. Et puis après, il y a aussi ce qu'on apprend, à l'école. C'est-à-dire que donc il y a de l'enseignement théorique, la première année, donc pour avoir les bases, en fait, pour que tout le monde se retrouve à niveau. Et puis après, il y a de la pratique. Ça, l'école a toujours encouragé la pratique, ce qui est très bien. Mais là où c'est problématique, c'est qu'en gros, on apprend qu'il faut se donner jusqu'au bout, quoi. Il n'y a pas de limite. On a eu le cas d'une étudiante qui a fait un burn-out après, quoi, parce qu'elle s'est donnée à fond, quoi. Donc jusqu'à l'épuisement. Et puis il faut accepter des conditions, professionnelles, des conditions de travail, bah, qui sont pas normales,
qui sont dangereuses aussi, Oui, mais je te coupe Boris, mais il y avait eu une sorte aussi de mini, scandale. Alors je me rappelle, alors je suis pas journaliste donc ce ne sont que des bribes dans mon cerveau, mais il me semble que quand ils ont tourné Arthur la malédiction, c'était quasiment composé uniquement de stagiaires, issus de l'école de la cité, de mémoire. Et ça avait alors fait c'est un un petit scandale parce que, et on va dire, je sais plus, mais de mémoire, je vais extrapoler donc mais je crois qu'il y avait genre 70 ou 80 des gens sur le plateau étaient des stagiaires de l'école de la cité, quoi. c'est un cas un peu particulier, Arthur Malédiction, Déjà parce que c'est un très parce mauvais film. ouais, ouais, je ne l'ai pas vu pour tout Bah, vous le dire. regarde pas Boris, garde Ouais, comme piste j'ai longtemps. j'ai enquêté dessus, mais je ne l'ai pas vu. Si vraiment pour les besoins de l'enquête, il y avait besoin, je l'aurais regardé. En revanche, pour les besoins de l'enquête, j'ai regardé Valérian. Mais, mais oui, Arthur Malédiction, c'est très particulier parce que ça arrive à un moment où, bah, en gros, l'école de la cité vit sous perfusion, quoi, comme la cité du cinéma. Et c'est une aventure à part parce que c'est ce qu'on appelle la génération sacrifiée, c'est la génération Covid, quoi. Donc ça devient très compliqué d'avoir des cours, l'administration les abandonne totalement. Et chose encore plus drôle, si je puis dire, c'est que le directeur historique n'est plus là. Il a été remplacé par un comptable d'EuropaCorp euh, qui n'en a strictement rien à faire des élèves. Donc voilà, ça s'inscrit un peu dans ce cadre-là. Et alors, si vous voulez, je peux vous raconter ce qui s'est passé sur Arthur Malédiction très brièvement, hein. C'est que un jour, Luc Besson rend visite aux étudiants et il leur explique, bon, bah voilà, moi, j'aimerais faire une sorte d'Arthur et les Minimoys, mais en film d'horreur. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire vous allez faire des groupes de 6, et puis je vais vous donner tant de semaines pour pondre un scénario. Je vais les lire, et puis je choisirai le meilleur, et puis on fera le film tous ensemble. Alors ça, c'est vraiment une manière de faire de Luc Besson, même dans l'école, etc., de pitcher à chaque fois. Le pitch est très très important du côté des scénaristes, en fait. Ça, on pourra en reparler tout à l'heure, c'est ce qu'on appelle des challenges. Mais donc, dans le cas d'Arthur Malédiction, ça se passe comme ça. Donc les élèves se démènent pour accoucher de différents scénarios. Donc on imagine en plus la pression parce que c'est Luc Besson qui propose ça. En plus, derrière, bah, il y a la promesse de faire un tournage, un gros tournage. Donc Luc Besson récupère les scénarios. Et puis bon, bah, il trouve ça nul, quoi. Il trouve qu'il n'y a aucune bonne idée. Et il leur dit, bah, moi je vais écrire le film tout seul. Voilà, bon, on le fera ensemble. Et il se trouve que sur le scénario final, des élèves affirment que certaines de leurs idées auraient été empruntées par Luc Besson. Voilà. Ça, Luc Besson étant plutôt assez réputé pour l'avoir déjà fait dans le passé, et en tout cas d'avoir eu pas mal de soucis là-dessus. alors attention, parce que, autre constante dans le système Besson, Luc Besson n'a jamais tort. Donc ça, c'est une chose, il se vante, c'est aussi quelque chose qu'on nous a raconté souvent. On parlait de croiser les sources, bah voilà, là on a eu plusieurs témoignages là-dessus. C'est que Luc Besson se vante de ne jamais perdre ses procès. Or, il y en a un qu'il a perdu en 2015, c'est pour Lockout en fait, qui ressemblait trop à John Carpenter, à New York 1997 de John Carpenter. Donc là, il a écopé d'une amende parce qu'effectivement, en gros, je crois que c'était pour contrefaçon caractérisée, je crois. Donc voilà, du plagiat, quoi. Donc ça, par contre, là, il a pas été il a pas été d'une exactitude très, très, très honnête, quoi, là-dessus envers les élèves. Et donc, bref, donc il arrive avec ce scénario. Certains élèves trouvent que des idées sont proches de ce qu'ils avaient, eux, proposé. Et Besson leur annonce que ce sera réalisé par Barthélémy Grossman. Alors, chose assez étrange, je ne suis pas scénariste de formation, mais je me dis que quand on a un scénario, bah, alors on peut faire, de ce que je sais en tout cas, ayant enquêté sur plein d'autres productions de films connus et moins connus, bah, en gros on a un scénario et puis il peut changer au jour le jour, ça arrive, ou s'écrire même au jour le jour. On connaît plein de films célèbres pour ça. Et là, en fait, il monte un pool de scénaristes autour de Barthélémy Grossman. Alors même eux, je sais qu'on a une étudiante qui nous a dit qu'elle n'avait pas compris pourquoi ils avaient fait ça, quoi. Et ils se sont dit sur le moment, bah, ce serait bien, ça va être le moment d'échanger des idées, etc. On va pouvoir ajouter des petits trucs au scénario.
Et Barthélemy Grossman, pareil, un fidèle d'EuropaCorp, en gros, ne laisse pas place à la discussion, quoi. En gros, Barthélemy Grossman n'a jamais tort parce que Luc Besson n'a jamais tort. Donc on se retrouve là-dessus. Donc c'est tout le volet scénario en fait qui a posé beaucoup de problèmes et c'est peut-être un volet dont on a moins parlé à l'époque. Et alors le tournage c'est un peu compliqué parce qu'on a deux versions. On a la version colonie de vacances, c'est-à-dire que c'est tourné dans le domaine de Luc Besson en Normandie. Il y a des équipements, c'est super équipé. Il y a une salle de projection, donc les élèves, les étudiants s'amusent, ils peuvent se projeter des films du coup le soir. Il y a aussi, on nous a raconté qu'il y avait les équipements sportifs utilisés par De Niro quand ils ont tourné Malavita à l'école de la Cité en 2012. Ils ont pu les utiliser. Bon, ça c'est très anecdotique, mais en gros, oui, il y avait ce côté colonie de vacances. Et à la fin de notre enquête, on a appris qu'il y avait eu également des faits d'agression sexuelle présumée de la part d'un ingénieur du son. On nous a raconté que Fanny Besson, la sœur de Luc Besson, n'aurait pas, en gros, n'aurait pas cru ce qui lui avait été rapporté à l'époque. Voilà, ça c'est un truc c'est un événement du tournage dramatique, tragique. Donc Fanny Besson, qu'on a pu avoir avant publication de l'article, nie tous les faits, bien sûr. Ça, c'est une constante aussi, hein. Toutes les personnes à qui on a demandé des contradictoires nous ont dit qu'elles auraient condamné fermement ces faits à l'époque si ça avait été remonté. Donc voilà à peu près sur le tournage d'Arthur Malédiction. Il y a ces deux versions-là sur ce tournage. Après, moi, à mon sens, ce qui raconte beaucoup aussi du système Besson, c'est surtout l'écriture du scénario. Et puis bon, après, le film n'a pas sauvé les finances d'EuropaCorp non plus, quoi. Tu nous parlais du coup de cette notion de challenge, tu peux nous en dire un peu plus? Alors, donc les 2 années sont composées de cours. Après, les cours deviennent de plus en plus rares. Donc oui, j'ai pas dit, mais en gros, c'est 2 années d'études, en fait. Première année, on a plus de cours théoriques, comme je l'ai dit. Puis ensuite, plus on avance, plus on arrive vers la fin du parcours, plus on est encouragé à faire de la pratique. Alors, il y a des stages sur les productions EuropaCorp, en priorité, mais ça peut être aussi en extérieur. Mais c'est vrai que quand on rencontre les élèves, tous ont travaillé, alors en fonction des années, hein, ça peut être Taxi 5, Valérian, sachant que Valérian, c'est un sujet en soi. Il y a Taxi 5, il y a Malavita, il y a Anna, et il y a les challenges. Alors, les challenges, pareil, dans la même idée de mettre au défi les élèves, l'école invite des grands acteurs, des grands ou plus petits acteurs de l'audiovisuel, que ce soit dans le cinéma, la publicité ou autre, en cours. Et en gros, ça peut être, alors pareil, dans les chanteuses, ils ont eu Barbara Pravi, Youssoupha a été aussi un habitué. Il y a eu énormément des marques aussi. Il y a eu Claire Fontaine qui est venue. En gros, c'est de demander aux élèves de pitcher une idée et puis ensuite de la concrétiser, quoi. C'est-à-dire que si, par exemple, je peux vous donner l'exemple de Claire Fontaine, hein, puisqu'on a eu une des personnes qui a remporté le challenge. Cette personne a eu une idée sur une campagne qui a fait beaucoup de bruit à l'époque. Je ne sais pas si vous voyez, c'est le Claire Fontaine. En fait, on voit le logo Claire Fontaine sur une sorte de costume de Superman. C'était vers 2013-2014, je crois. Et donc, cette personne a participé au tournage, etc. Donc, il y avait un budget qui était débloqué pour faire cette campagne. Mais en dehors de Claire Fontaine, qui est un cas aussi un peu trouble, c'est pour ça que je ne m'exprimerai pas dessus, beaucoup d'élèves nous ont dit que, en gros, ils trouvaient ça pas normal de travailler, de pitcher, de trouver des idées et ensuite de ne pas être rémunéré. D'autant plus que c'était quand même en gros, quand c'est une marque qui vient derrière, effectivement, oui, il y a le prestige de pouvoir mettre ça sur son CV. Certes, ils sont étudiants, certes, ça forme, mais c'est quand même un travail et tout travail mérite rémunération, quoi. Ça me fait penser aux annonces de gens qui se marient, qui disent je cherche un vidéaste pour filmer ma cérémonie en échange d'un peu de visibilité. C'est une sorte de truc comme ça. Par exemple, il y a eu la première année, il y a eu la soirée d'inauguration de l'école, enfin de la Cité du cinéma plutôt, et les élèves en réalisation ont été invités à faire la captation, pas d'un mariage, mais du coup de
de cette soirée où il y avait tout le gratin du cinéma français, même américain, etc. Mais effectivement, ça fait bien de mettre ça sur son CV. Sauf que derrière, bah, il n'y a pas de rush. Enfin, ils savent pas où sont les rushs. Je me souviens qu'une étudiante nous a parlé aussi d'un autre événement. Elle avait fait des captations au Jamel Comedy Club. Elle est incapable de dire ce que sont devenus les rushs, quoi. Donc, si elle a une bande démo aujourd'hui, bah, il y a pas ça, quoi. Donc c'est écrit sur son CV, certes. Alors elle a pu se faire la main avec une caméra, mais bon, derrière, pas d'argent, pas d'image. En fait, c'est vachement pour eux comme système parce que entre EuropaCorp, des appels d'offres et l'école de la cité, oui, il y a ça fuit de tous les côtés là pour se mélanger. Comment ça? Bah, je veux dire, c'est, la frontière est vraiment porose entre tu vois, entre une école, et les comptes de la société quoi, Ah bah, d'EuropaCorp. oui, oui, oui. Oui, oui, c'est intrinsèquement lié. Oui, oui, bah, l'histoire Mmh. de l'école est liée à forcément enfin forcément, elle est liée à EuropaCorp puisqu'on voit bien que, au-delà, de l'affaire, ben, des accusations de Sand Van Roy et de tout ce qui a découlé, on voit bien aussi que le navire a commencé, à couler, après, Valérian. Puisque Valérian, c'était un peu le but d'une vie pour Luc Besson qui a Mmh. engagé, toutes ses économies, dans cette super production qui est, je crois, la plus grosse production de science-fiction européenne, jamais, jamais réalisée. Et on voit bien que ça a été un échec, énorme. Et à partir de là, bah, c'est devenu très, très compliqué, notamment pour les finances, d'EuropaCorp, donc pour les finances, de l'école. Et Il y puis avait pas bon, il y avait ce que je veux dire dans ma question, c'est qu'il y a pas juridiquement un souci à ce qu'une entreprise privée fasse, tu vois, fasse bosser des stagiaires, les fasse, pitcher, les mettre sur des plateaux sans qu'il y ait une déclaration, une embauche alors, ou ça alors, on n'a pas enquêté sur le c'est pas un ce sera la nouvelle enquête et après quand vous ferez une enquête sur la nourriture, ça sera pour SoFood. bon, on a accès si, on a eu ces questions-là se sont posées. C'est pas resté dans l'article, notamment sur tous les contrats qui ont été signés, sur l'écriture d'Arthur Malédiction. Ça, c'est quelque chose qu'on a un peu étudié. Mais, sur tous les stages, en fait, c'était des stages de moins de 2 mois, en général. Je connais pas du tout la législation française, là-dessus. Je Je crois que sais c'est que ceux que moins de tu 2 mois, n'es pas obligé de rémunérer. ouais, tu pas obligé de rémunérer déjà. Ouais. Et puis il faut savoir aussi que, je ne sais pas si ça peut répondre à la question, c'est que l'école, est une association, enfin était une association loi 1901. D'accord. C'était pas une structure comme, bah, je vais reprendre l'ESRA et cetera, quoi. Hem, mais, je pense que oui, déjà effectivement, il y a cette possibilité de ne pas rémunérer effectivement en stage par des stages très, très courts, en fait, en soi. C'était passé quelques jours et puis ça tournait parce qu'il y avait quand même, 60 élèves, par, promo dans une catégorie. Donc il fallait quand même arriver à tous les faire, venir en plateau. Et il y avait aussi une sorte de sélection derrière et ça fait partie aussi du système d'emprise. C'est que les meilleurs avaient le droit, de rester plus longtemps, en fait, avoir un meilleur poste. C'est ce qui s'est passé avec l'étudiante qui est victime présumée de Luc Besson sur le tournage de Valérian, quoi. Comme elle Mmh. s'était distinguée, en fait, elle a travaillé sur, ce qu'ils appelaient les prévises, de Valérian. En gros, c'était pour travailler sur les effets spéciaux avant le tournage et cetera. Et puis elle avait fait un très, très bon travail. Donc, on avait décidé de lui donner un très bon poste en tant que stagiaire, sur le tournage. Et ça créait de la rivalité, de la jalousie aussi parmi les élèves, quoi. Mmh. Voilà, je sais pas si ça peut répondre un Ouais, peu à la carrément. question, ouais. Combien de versions il y a eu de l'enquête, de l'article et quels ont été les changements, maîtres entre chacune de ces versions? Alors je pourrais pas donner entre chaque version parce qu'il y a eu 5 versions. Il y a eu 5 versions de l'article. La première était, comme j'ai dit, était très, très, très globale, où vraiment on listait, tous les problèmes rencontrés, dans, au cours d'existence de cette école. Notamment, on parlait de la première administration, qui a été catastrophique. On parlait un peu plus du tournage d'Arthur Malédiction. Il y avait aussi des faits présumés, qui ont sauté parce qu'on n'avait pas de preuves suffisantes.
ce genre de choses-là. Et l'énorme changement qu'il y a eu entre la première et la deuxième version, c'est l'angle où il a été décidé d'angler vraiment sur les VSS pour comprendre en fait ce qu'on a appelé le système Besson. Ça, c'est vraiment ce qui a changé. Après, c'est des petites des récits individuels aussi qui ont disparu. Moi, je sais par exemple qu'il y en a une que j'aimais beaucoup. Donc, c'est une élève qui nous a affirmé que pendant un conseil de classe, Luc Besson n'aurait pas compris ce qu'étaient les APL. En gros, Luc Besson a assisté au conseil de classe. Et c'était une élève, comme beaucoup d'étudiantes de son âge, qui avait besoin d'avoir un job à côté. Donc, on pouvait avoir un job. En gros, c'est si vraiment il y avait des absences répétées que là, ça devenait très problématique. Et donc, cette fille avait plus d'une dizaine d'absences pendant le semestre. Et Luc Besson aurait pris donc son dossier et lui aurait demandé mais alors, qu'est-ce que t'as foutu là t'as 14 absences et donc l'élève lui aurait répondu bah vous savez, il fallait ça dépend. Il y a des gens qui disaient qu'on pouvait tutoyer Luc Besson, d'autres qu'il fallait le voyer. Donc on parle aussi de tonton Luc. Ok. Certains parlent de ça. Bah écoute, tu sais, Luc, moi en fait, j'ai les APL et bah ça me suffit pas quoi. Je dois travailler la journée parfois à côté. Et il paraît que cet élève nous a raconté que Luc Besson se serait tourné vers son assistante et il lui aurait dit mais c'est quoi les APL? Et je trouvais ça dingue en fait pour quelqu'un qui a créé une école en 93, le département le plus pauvre de France, soit incapable de connaître les APL quoi. Voilà, pour moi c'est une anecdote qui vraiment racontait beaucoup. Oui, après sur les VSS en soi, bah, effectivement, on a retiré certaines choses qui concernaient des étudiants aussi. On n'a pas pu ajouter malheureusement, mais ça c'était une question aussi d'angle, les violences commises hors de l'école, mais qui faisaient partie de ce système global. Voilà ce qui a changé. Et ouais, voilà. Après, c'est des ajustements effectivement à droite à gauche, quoi. C'est intéressant parce que, je ferai un petit disclaimer fréquemment, mais tout le monde est présumé innocent tant qu'il n'est pas condamné par la justice. Mais justement, l'article que tu as fait et que tu as coécrit pour ce film, comment vous avez travaillé avec votre service juridique pour vous blinder par rapport à ça? Ah bah déjà, l'emploi du Déjà, en fait, conditionnel. pas du tout, puisque Boris a maintenant 25 plaintes venues d'EuropaCorp contre toi. Non, on a comment on fonctionne? Et bah déjà, on utilise le conditionnel. Ouais. Beaucoup. Rappeler aussi que les faits sont présumés. Tout simplement rester très factuel aussi, dès qu'on le peut. Collecter le plus de preuves possible. Quand je parle de preuves, ça peut être aussi des échanges de textos ou de mails entre élèves. Ça fait partie. Ça, c'était important. Et puis le service juridique, bah, en gros, oui, c'est ça, c'est sur de la relecture de formulations, nous dire que telle chose ne passera pas. Ouais, principalement, ça passe sur par ce genre de relecture. Après, c'est vrai qu'on n'a pas été les principales coupes n'ont pas été exigées par le service juridique, quoi. Puisque en gros, on a ciblé dans les agresseurs présumés, on a ciblé quand même c'est déjà énorme, 3 personnes connues, plus ou moins connues. Et sur ces personnes-là, on nous a raconté plein de trucs, mais certaines choses pouvaient pas être publiées, ce n'était pas publiable parce que soit c'était trop vague, soit c'était des impressions, soit on manquait de preuves, et ce qui ne voulait pas dire qu'on les croyait pas, quoi, qu'on croyait pas les élèves, hein. Mais c'était très intéressant, quoi. Je peux vous citer un cas que je peux mettre au conditionnel, hein, mais pareil, c'est un détail, mais ça raconte beaucoup de l'ambiance. C'est une étudiante. À la cantine, il y avait une cantine à la Cité du Cinéma. En gros, on pouvait croiser tous les gens d'EuropaCorp, donc c'était bien pour copiner, ce qui se fait dans le cinéma, hein, il y a rien de mal là-dedans, hein. Et un jour, elle se retrouve à la cantine
Et elle nous expliquait que c'est une élève qui avait pas l'habitude de se maquiller, quoi, plus que ça. Et ce jour-là, elle avait décidé de se mettre du rouge à lèvres, de bien se maquiller. Et Luc Besson l'aurait croisée à la cantine et lui aurait dit: «Bah alors, tu vas voir ton banquier?» Bon, il y a un sous-entendu qui est un peu bon, on peut l'interpréter de mille façons, mais quand on connaît le personnage, voilà, ça peut être interprété d'une façon pas très, très reluisante, quoi. Ouais. Voilà. Donc c'est plein de petits témoignages comme ça qu'on a dû écrémer. Mais ouais, le service juridique n'a pas, en fait, le service juridique a composé avec ce qu'on avait déjà comme texte, ce qu'on avait déjà comme contradictoire aussi, qui a été une étape assez longue. Mais j'ai pas eu l'impression que ça a été le moment le plus compliqué de l'enquête, en fait. Est-ce que tu considérerais cette enquête comme la plus compliquée à mener par rapport à tous les articles que tu as pu écrire? Et sinon, qu'est-ce qui a remporté la palme? Bah, c'est compliqué parce que c'est la première enquête, de cette envergure que je mène. Moi, d'habitude, quand je fais des enquêtes ou des reportages, enfin, c'est plus des reportages ou des récits de tournage, ça touche pas à des VSS ou des thématiques aussi sociales. Donc je pense qu'elle est c'est assez important. Enfin, pour moi, c'est la plus importante enquête que j'ai jamais faite. Et puis aussi, c'est une question de temps parce que j'avais jamais eu autant de temps pour en faire. D'habitude, je sais pas, ça va me prendre 2-3 mois, voire moins. Et puis je vais avoir 10 personnes parce que j'ai pas non plus besoin d'en avoir plus que ça ou on me répond pas. Exemple typique, alors je sais pas, moi l'année dernière, j'ai fait un récit de tournage de Cliffhanger, quoi. C'était pas, on n'est pas sur les mêmes problématiques, quoi. Voilà, ou ça peut être sur un registre un peu plus sérieux, ça peut être un reportage sur le cinéma libanais, etc., quoi. Voilà. Mais oui, oui, pour moi, pour moi, c'est la plus importante. C'est le truc le plus important que j'ai jamais fait. Et c'est la première fois où, effectivement, après publication à papier, on me remercie, quoi. J'ai jamais eu ça, hein. Stallone m'a pas appelé pour me dire merci d'avoir raconté l'histoire de Cliffhanger, quoi. J'aurais bien aimé, mais voilà. Donc là, en fait, j'ai vraiment l'impression d'avoir fait quelque chose d'utile, quoi. Tu parlais des représailles, est-ce que tu as eu des pressions, des menaces, des petits courriers, un petit coup de fil d'avocat? Alors, ça dépend des cas. Donc Luc Besson nous a gratifié d'une belle lettre de son avocat. Voilà, donc qu'on cite dans l'article, Mmh. en nous expliquant que si on faisait pas la promotion de son école, bah, qu'il pourrait y avoir des poursuites judiciaires. Donc on est surveillé. On a également le réalisateur Rachid Dibou qui fait partie des agresseurs présumés, qui nous explique qu'en gros, ce qui se passe, ce qu'on raconte, c'est de la diffamation. Et puis j'ai eu aussi une personne proche d'une autre personne visée dans l'article, qui par téléphone, comme je vous l'ai dit, m'a expliqué que le magazine était vraiment ordurier, que j'allais briser une vie en racontant, en publiant ce que raconte sa victime présumée, enfin la victime présumée de la personne. Et donc comme je vous l'ai dit aussi, expliquer que la victime présumée était, bah, en gros, oui, que c'était un truc générationnel, qu'elle aimait se victimiser, qu'en fait, au fond, c'était pas une vraie victime, que c'était pas ça d'être victime d'agression sexuelle présumée. Et sur les autres, bah, après, on a eu des démentis fermes. Heu, pour l'instant, enfin, on a rien Personne n'avait trouvé. demandé à faire un droit de réponse, à publier dans le magazine ou Si, 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 ils sont tous enfin, ils sont pas imprimés en intégralité parce qu'on n'a pas la Ouais. place. Si vous voulez, je peux vous montrer, mais on a une lettre de 3 pages de Luc Besson. Alors pour nos auditeurs podcast de Spotify, Deezer et Apple Podcast, j'en profite. Ceux qui sont sur YouTube verront, mais vas-y, je décris pour ceux qui sont que en Voilà. audio, Maurice. Il y Ouais, avait des feuilles. on a une lettre de 3 pages de l'avocat de Luc Besson. On n'a pas la place dans le magazine. Enfin, faut savoir, c'est une enquête de 12 pages, donc c'est énorme pour nous.
On a eu un mail de l'ancien directeur de l'école, long comme le bras, on peut pas le publier. Celui on a publié des extraits, quoi. Là, c'est un problème de Ouais. format, quoi. On a juste mis Ouais, en mais je veux dire, vous intégral. avez été très clean là-dessus, justement à laisser Oui, ça, on a été le très clean, ouais. on a donné un bonne réponse, c'est normal. Dès qu'une personne était, là, c'est de la déontologie, hein, dès qu'une personne est accusée, ça, on doit lui donner un droit de réponse, quoi. Mmh. Et c'est vrai qu'on n'a pas on n'a pas fait ça à la légère, ça fait partie, oui, comme je disais, de la déontologie. Et je veux bien que tu me rappelles la question. Les représailles. Les représailles, alors non, il y en a pas eu, mais moi, après, je pense beaucoup aux étudiantes qui ont témoigné parce que, je sais qu'elles avaient peur, elles, de représailles. Heu, Elles avaient peur, même d'anciens élèves, en fait, qui leur écrivent et qu'on leur dise qu'elles avaient trahi la confiance de Luc Besson, et cetera, qu'elles racontaient n'importe quoi. Donc c'est pour ça aussi que nous, on a travaillé avec MeToo qui recueille, la parole, de victimes, de VSS, quand elles sont publiées, notamment, dans des magazines ou quand il y a diffusion d'une interview ou autre. Et on nous a fait part effectivement d'étudiantes qui avaient peur, quoi, à l'approche de la diffusion de l'article, quoi. Mmh. Donc moi, c'est surtout à elles que je pense. Nous, aujourd'hui, on a un service juridique. Nous, on a fait un travail, que j'estime totalement professionnel, carré, et cetera. Sur les réseaux sociaux, on va dire que certaines personnes qui défendent, les personnes visées, nous traitent de pseudo-journalistes. Voilà, nous, on a fait notre travail. Derrière, il y a des personnes qui ont peur, qui continuent d'avoir peur et qui ont été très courageuses, très, très courageuses de parler. Moi, j'espère de tout cœur qu'en gros, elles pourront continuer à travailler, après ça, quoi. Et j'espère aussi de tout cœur que, en gros, leurs témoignages seront lus et crus. Ça, c'est aussi très important. C'est l'objectif principal, de l'article aussi, c'est au-delà de comprendre ce système, c'est aussi oui, de libérer une parole, quoi. Parce on connaît toute l'affaire Sand Van Roy, qui est terrible, mais on va dire quelque part, le l'affaire Luc Besson, qui a été énormément relayée par Mediapart, en fait, a occulté, tout ce qui s'est passé, à l'école, quoi. Donc Mmh. c'était important que des gens qui ont aujourd'hui une trentaine d'années puissent parler de ça. Est-ce que selon toi, parce que tu fais aussi, parfois de la critique ou des reportages sur de choses, c'est plus difficile dans un milieu du cinéma de critiquer peut-être l'art de quelqu'un d'autre, peut-être avec cette notion de représailles, de succès du film ou autre chose? Comment toi tu le perçois quand tu vas écrire un article et où tu vas poser ton avis, qu'il soit bon ou mauvais? Sur une critique, en fait, j'y pense pas du tout, quoi. En fait, je sais qu'il y a beaucoup de réalisateurs qui supportent pas les mauvaises critiques, j'entends, hein. C'est aussi, humain, de pas aimer, de pas apprécier les mauvaises critiques. Mais c'est vrai que j'ai un rapport à ça, je sais que moi, c'est un ex c'est une manière pour moi, c'est un métier. Enfin, moi, je le réfléchis déjà comme un métier. Je suis payé aussi pour écrire sur un film. Je suis aussi payé pour ne pas pas forcément payé, mais je suis pas mon métier, c'est pas de voir ou tout blanc, ou tout noir non plus. C'est un exercice à part. Pour moi, ça fait aussi partie de la vie d'un film. C'est-à-dire que, les critiques sont aussi, des relais. C'est une manière de penser aussi, de penser le film. Moi, je sais que, il y a des critiques qui ont énormément compté pour moi et je pense que j'en serais pas là aujourd'hui si j'avais pas lu ces critiques. Heu je sais pas, j'ai perdu le fil de ma réponse encore une fois. Donc ouais, c'est vraiment en gros j'ai pas ce en gros, je pense pas en fait à l'autrice ou à l'auteur d'un film, quoi, au moment où je vais écrire, une critique, quoi. Ça m'est arrivé, récemment, d'écrire on va dire, caricaturer une mauvaise critique sur une série que je n'ai pas aimée et qui a été écrite par une amie, quoi, qui a été écrite par une amie. Ça ne change pas, quoi. Hem, il y a le corps professoral sur, l'école de la Cité. Quels ont été les rapports que tu as eus avec eux pendant l'enquête? Et moi, j'aimerais connaître aussi la différence d'appréciation qu'ont eu les professeurs masculins et les professeurs féminins. Les professeuses. Vous pouvez me reprendre dans les commentaires. Professeur, avec un E. Voilà, c'est ça, En fait, nous, on a donné la parole
aux élèves, aux étudiants en priorité. On n'a pas, enfin, on a essayé de contacter un peu les profs. Et puis après, c'est vrai qu'on n'en a pas eu. Et en fait, c'est tant mieux, parce que c'était peut-être pas le témoignage le plus pertinent. Enfin, ce qu'on voulait, c'était pas dans notre angle en fait. On a eu le cas d'anciens élèves qui sont revenus en tant qu'intervenants. Ça, on a eu comme cas. Mais non, c'est vrai qu'on n'a pas contacté, enfin, on n'a pas interviewé de profs quoi, connus ou moins connus. J'essaie de réfléchir. Non, on a eu des membres de l'administration, ça oui, dont certains qui ont été élèves avant. Mais non, on n'a pas. Et pourtant, donc, on connaissait 2-3 personnes hein, dans les profs, parce qu'il y avait on va dire qu'il y a ceux qui étaient installés, quoi. Il y a ceux qui étaient en résidence, et puis il y a ceux qui étaient là juste un semestre. D'ailleurs, j'ai eu la surprise d'apprendre la semaine dernière que j'avais une amie qui avait donné des cours là-bas. Je ne le savais pas du tout, quoi. Mais non, Oui, non, parce qu'il faut quand même le préciser, c'est pas parce que quelqu'un s'est rendu là-bas ou a donné un cours là-bas Oui. qu'il cautionne ou qu'il est au courant de choses, ouais. Non, absolument pas, non, absolument pas. Je suis mon Après, c'est propre vrai. service juridique, tu as vu? Dans ma tête, ça fait faire un petit disclaimer quand même, parce que c'est vrai que on va approcher tout doucement de la fin de cet entretien, donc on va se laisser une dernière question, Maxence et moi, si tu veux bien, Boris. Pour revenir au milieu un petit peu du cinéma et des écoles de cinéma de façon générale, je sais que c'est des milieux qui sont très compétitifs. J'y suis passé, donc j'ai pu avoir un aperçu de tout ça. Est-ce que tu considères que l'école de la cité, c'est vraiment un cas isolé, ou alors, à travers cette enquête, tu as pu entendre des choses qui se passaient un petit peu partout de la même façon, et peut-être qu'il y a un remaniement à faire à ce niveau-là? Alors, je ne vais pas pouvoir répondre à cette question parce qu'effectivement, moi, je me suis intéressé qu'au cas de l'école, de la cité. Heu, je peux vous dire qu'après le projet de l'école, de la cité a été repris en partie par, Courtrajmé, l'école de Lajli. Là aussi, il y a eu d'autres problèmes. Hem, mais non, après sur la manière d'enseigner le cinéma sur ce système-là, j'ai pas envie de dire de bêtises, donc je vais pas pouvoir répondre malheureusement, à cette question. Outre qu'effectivement, au-delà de la fac, apprendre, le cinéma dans une école privée, ça coûte cher et que tout le monde n'a pas les moyens et en gros, ça suppose, soit d'habiter dans une grande ville, soit d'avoir les moyens, de venir d'un beau milieu, soit de faire des sacrifices. Voilà ce que je vais pouvoir répondre là-dessus, quoi. Moi, Boris, je te laisse le choix entre 2 questions, c'est toi qui choisis. Est-ce qu'on parle des personnalités qui sont intervenues, à l'école et tu parlais notamment d'Yann Kounan au début de l'entretien? Ou est-ce que tu veux parler de l'utilisation et des drogues et stupéfiants, à l'école de la cité? Je vais choisir la première question. OK. Du coup, est-ce que tu as des retours, toi, des personnalités qui sont passées hors prof, alors, puisqu'on en a parlé juste avant, mais des personnalités qui ont peut-être fait des masterclass ou qui étaient proches, tu vois, des gens qui bossaient là? Et tu parlais Heu, de Yann Kounen, donc qui est au tout début. alors, absolument pas, on n'a pas du tout approché, ces personnes-là. Heu, on n'a pas du tout approché ces personnes-là pour, plein de raisons différentes. Parce que déjà, c'était pas l'angle de l'article. Ensuite, on a eu beaucoup, beaucoup de témoignages. C'est aussi des personnes, les parrains de promo notamment, c'était des personnes qui étaient là, pour accompagner des élèves qui n'étaient pas là tout le temps. Ce qui est revenu, c'est que le parrain qui a été, le plus présent à l'école, c'est Alain Chabat. Ouais. Voilà. Il y a des parrains qui ont été beaucoup moins présents pour diverses raisons. Par exemple, Yann Kounen, on nous a dit qu'il était pas très présent. Dominique Farrugia, moins présent aussi. Luc Besson, lui, il a été parrain de 2 promos, la première et la dernière, donc il était très présent sur la première. Il y a eu Patrice Lecomte aussi, donc c'est des gens qui venaient pour des masterclass ou qui venaient pour, les courts-métrages de fin d'année. Donc c'était assez compliqué. Des élèves nous ont raconté aussi qu'il y a pu avoir des problèmes sur, des commentaires qui ont été faits par certains parrains de promo sur les films. Voilà. Mais non, sinon je peux pas vous dire clairement, qu'on les a approchés et cetera. Il y a pas eu de retour. Peut-être qu'ils se sont exprimés dans la presse, à l'époque. Je ne sais pas, j'en ai pas l'impression, Mmh. du tout, non.
Et juste pour finir, une question qui va lier à la fin de l'école de la cité. Elle se finit comment cette histoire de l'école de la cité? Terriblement. Comment ça se passe? Bah, en fait, c'est une mort en 2 temps. C'est-à-dire donc en 2018, donc juin 2018, l'école ferme ses portes. Parce qu'il y a juin-juillet 2018, parce qu'il y a l'enquête de Mediapart. Donc on a la fameuse vice-présidente Isabelle Agide, nous a raconté cette scène, plusieurs fois, donc qui est en larmes et qui annonce aux élèves, donc aux personnes qui sont en dernière année et aux premières années que, bah, l'école ferme, c'est fini. Il y a plus d'argent, il y a plus rien. Les sponsors se sont retirés, parce que c'est une école qui vit grâce aux sponsors aussi. Donc on a des élèves qui partent, donc il y en a qui ont leur diplôme, puis d'autres ils savent même pas ce qui va se passer, quoi. Ils savent pas, si, ils vont pouvoir revenir pour une première année, enfin une deuxième année, et cetera. Et là, fin août, on leur annonce que l'école, rouvre miraculeusement. Qu'en gros, Luc Besson a trouvé de l'argent, voilà. Alors, chose très drôle, c'est que comment dire? Son sponsor, son bienfaiteur, est impliqué dans le soutien du droit des femmes. Ça qui est très drôle quand même. Donc rouverture, mais l'ambiance c'est morose, quoi, parce que déjà il y a plus vraiment d'argent, il y a moins de monde à l'école de la cité, enfin à la cité du cinéma, il y a moins de projets, et cetera. Le covid arrive, donc en gros l'école ferme, l'école surgit vaguement, en ligne. C'est les élèves qui sont obligés, comme ils sont un peu livrés à eux-mêmes, ils sont obligés de se constituer eux-mêmes des cours. C'est-à-dire qu'ils vont aller eux-mêmes, chercher des réalisateurs connus pour leur faire des masterclass. Voilà. Et donc l'école les récupère en disant que les récupère en mettant ça sur les réseaux sociaux. On les voit encore, on peut voir des captures d'écran de Kian Kojandi, sur Facebook, et cetera, en masterclass avec les élèves en 2020. Quand l'école rouvre, au déconfinement, là, c'est la surprise, mauvaise surprise. Les élèves découvrent que les locaux sont utilisés pour le tournage de Notre-Dame brûle de Jean-Jacques Hano et la saison 2 d'Emily in Paris, donc ils ne peuvent pas accéder aux locaux. Donc voilà. Et donc il y a Arthur Malédiction qu'on a raconté. Et en fait, normalement, chaque fin d'année, il y a une projection de court-métrage, diplôme, etc. Et là, pas de réponse. En fait, les élèves envoient leurs projets, scénario, court-métrage, et cetera. Pas de réponse. Et au bout de 2 semaines, voilà, vous êtes diplômés. Merci, au revoir. Et c'est la fin. Ouais. Voilà comment ça se Effectivement. termine. Ça se termine en eau de boudin, parce que, comme je disais, oui, c'est vraiment une mort en 2 temps, quoi. Et d'ailleurs, quand on parle aux étudiants, les étudiants de la première promo à la promo 2018 se connaissent tous à peu près parce qu'ils ont communiqué, et cetera. Et il y a vraiment eu une scission avec la dernière promo, quoi. Ils se connaissent pas, quoi. Ils connaissent pas les étudiants, de ce qu'on appelle Besson 2, quoi. C'est la dernière promo Besson. Et d'ailleurs, c'est dans cette promo-là qu'on retrouve quelques élèves encore en féodé à Besson et qui ont travaillé sur Dracula. Écoute Boris, un grand merci pour cet entretien qui était passionnant. Avant que je fasse les petites précautions d'usage, non, c'est pas du tout des précautions d'ailleurs, qu'est-ce que je raconte? Avant de vous redire où est-ce qu'on lit l'article, où est-ce qu'on le trouve, les 3 petites questions express de Maxence. C'est ça, donc 3 questions que je te pose assez rapidement. La première idée qui te vient en tête, tu nous l'as dit. Le premier, c'est ton film et ou ta série préférée. Alors attention, je vais pas me faire des amis là, parce qu'on parle de Luc Besson. Oh, je crois que tu t'en es pas fait depuis le début, hein. Non, mais je vais parler d'une personne problématique et je ne cautionne pas du tout ce qui lui est reproché. C'est le locataire de Roman Polanski. Très bien. L'enquête que tu rêverais de mener ou l'article que tu rêverais d'écrire, ça serait quoi le sujet? Sur Séquence, un incroyable podcast. L'ascension du podcast le plus écouté de France. Quel article je rêverais de... Ouh là là, c'est très très compliqué ça. Je vais pas en dire plus, mais j'ai un projet de livre. Un livre que j'avais commencé à écrire, il a été interrompu pour des raisons diverses et variées. J'aimerais pouvoir terminer et publier ce livre. Voilà, mais je peux pas en dire plus. Génial. Ça marche. Et le dernier coup de cœur, tout format confondu. Le dernier coup de cœur... Le dernier coup de cœur. Très difficile comme question. Et forcément, j'ai oublié le titre du film. C'est magnifique. Juste à ce moment-là où on me pose la question.
C'est de Paris C'est Hollywood, c'est une très bonne série courte documentaire sur TCM oui, alors actuellement. excellente, excellente, excellente. J'ai beaucoup aimé le dernier film de Bradley Cooper dont j'ai oublié le nom. Et il me revient pas non plus. Is this thing on, je crois. Je vais juste vérifier, oui. Avec Is Will this thing on. Arnett et avec Will Arnett. Ouais. Et quelqu'un Is this- d'autre. avec Laura Dern. Et Laura Et Dern. Laura Dern. Voilà. Bon, bah écoute, merci pour ces Génial, réponses. merci Boris. beaucoup. Où est-ce qu'on retrouve justement cet article pour tous ceux qui nous ont écoutés, qui ont envie de se plonger dans les 12 pages d'enquête très très minutieuses, très très bien documentées? Eh bien, on les trouve en kiosque. On peut l'acheter aussi en ligne. Alors, si vous avez du mal à le trouver dans le kiosque près de chez vous, vous pouvez plus facilement le trouver dans les gares et les aéroports. Alors, les gares sont plus accessibles que les aéroports, mais sinon, normalement, vous pouvez le trouver là. Et sinon, vous allez sur sofilm.fr et vous passez commande et on vous l'envoie. Super, tu nous rappelles le titre de l'enquête Super. que je trouve très joli. Eh ben, c'est l'école de la cité à craquer. 60 étudiants témoignent. Eh ben voilà. Et écoute, Boris, merci d'avoir passé cette presque heure et demie avec nous. Merci à vous qui nous avez écoutés pendant tout ce temps. On vous remercie encore de nous mettre de plus en plus régulièrement aussi dans le top 10% France. On y fait de petites incursions de plus en plus fréquemment. Encore merci Boris. Et je vous invite donc du coup à suivre et à découvrir cet article sur SoFilm. Salut tout le monde. Salut, merci à tous.